Nous faisons deux grands reproches, hein, c'est le pourquoi de la contribution aussi qui accompagne le rapport, finalement à ce rapport de Guy Lefranc. Le premier reproche, c'est que je crois que c'est une prise en compte insuffisante de l'ampleur du phénomène des risques psychosociaux. On est quand même dans une faiblesse des préconisations de ce rapport, et finalement dans une très très grande continuité par rapport aux mesures qui ont été mises en place depuis le premier plan d'urgence de M. Darcos, qui est intervenu fin 2009, notamment pour les grandes entreprises. Donc on a l'impression qu'il n'y a pas forcément une volonté politique de changer de braquet sur la question des risques psychosociaux. Le second reproche que l'on fait au rapport, et ça a été évoqué, donc je n'entre pas dans les détails, c'est la sous-estimation du rôle de l'organisation du travail comme facteur de risque psychosocial. Alors maintenant, simplement pour évoquer très rapidement les différentes mesures, et les balayer très rapidement, je ne vais pas rentrer dans le détail, il y a bien sûr des choses sur lesquelles nous sommes en accord avec ce que présente le rapport. Hein, il y a des pistes intéressantes. On a évoqué tout à l'heure, premièrement, la question de la formation. La formation des managers, et en particulier des managers de proximité. Mais pas simplement. Nous disons qu'il faut aller plus loin. Les chefs d'entreprise, et en particulier les chefs d'entreprise des PME et des TPE, qu'il faut absolument former sur ces questions de risques psychosociaux. Les organisations d'employeurs, les syndicalistes, mais aussi les organisations syndicales employeurs, mais aussi salariés. Il y a une nécessité aujourd'hui de mieux former ceux qui sont amenés à négocier sur ces questions de risques psychosociaux. Et je participais fin mai à une formation qui est organisée par l'UNSA Rhône-Alpes avec Pierre Morville, où on voyait, il y avait énormément de monde dans la salle, qu'il y avait une attente très forte, notamment des salariés et des élus du personnel. Ça, c'est le premier point sur la formation. Deuxième point, où il y a aussi des points d'accord, c'est tout le rôle que l'on souhaite pour un certain nombre d'organisations qui aujourd'hui participent à l'amélioration des conditions de travail. On a cité tout à l'heure l'INRS ou l'ANACT. Il y a des choses intéressantes, des pistes intéressantes dans le rapport sur la question de la diffusion des bonnes pratiques, sur l'intervention dans les entreprises en termes de diagnostic, mais aussi en termes de préconisation. On parle d'un label qualité de vie au travail, bon, d'accord. Sauf qu'il y a des nouvelles prérogatives, il y a des nouvelles missions pour ces organismes, mais aujourd'hui, on n'est pas très précis sur l'augmentation des moyens financiers et des moyens humains, parce qu'il va falloir beaucoup plus, notamment de consultants. Alors, ça fait maintenant plusieurs années, Jean Malo peut en témoigner, puisqu'il était dans la première mission pénibilité avec Jean-Frédéric Poisson, ça fait plusieurs années que nous présentons des amendements au moment du débat budgétaire pour demander, par exemple, le doublement du budget d'ANACT. Mais pour l'instant, ça nous a été refusé. Donc nous disons à nos collègues de la majorité, ben, la prochaine fois, maintenant, j'espère que vous le voterez. Il ne suffit pas de le mettre dans un rapport parlementaire, il faut aussi, à un moment donné, passer aux actes. Troisième piste, où il peut y avoir aussi un relatif accord, c'est tout ce qui est renforcement du rôle des instances comme le CHSCT. D'ailleurs, vous l'avez vu dans les propositions que nous faisons, nous proposons de renommer les CHSCT CSST, c'est-à-dire introduire la notion de santé et aux côtés, bien évidemment, la sécurité et des conditions de travail. Mais là aussi, il faudra bien s'assurer que les CHSCT puissent aussi, dans le cadre de l'élargissement de leur mission, notamment sur le droit d'alerte, puissent avoir un maillage dans l'ensemble des entreprises, et en particulier dans les TPE et dans les PME. Et là, c'est les questions de CHSCT de territoire, de bassin d'emploi, voire même le rôle aussi des délégués du personnel et des conseillers des salariés. Là aussi, introduire la question des risques psychosociaux dans le document unique d'évaluation des risques professionnels. Mais à condition que ce document, ça ne soit pas simplement un copier-coller, mais que les salariés participent véritablement au plus près des situations de travail. Donc vous voyez, il y a toute une série de questions sur lesquelles nous sommes en relatif accord, même si nous pensons qu'on peut améliorer un certain nombre de propositions. Et puis, j'en termine par là. Deux points sur lesquels nous souhaitons, par contre, deux volets sur lesquels nous souhaitons aller beaucoup plus loin. Le premier tient à la question de la meilleure connaissance, du mieux connaître, hein, et de l'identification des risques psychosociaux. Nous proposons, et c'est une proposition en débat, et d'ailleurs on aimerait avoir votre avis là-dessus, de créer un observatoire indépendant sur la question des risques psychosociaux, mais aussi de renforcer le volet risques psychosociaux dans les enquêtes qualitatives de la DARES, par exemple comme Summer ou Everest, etc. Et puis, bien évidemment aussi, et là on rejoint ce qui a été dit tout à l'heure par Pierre Morville sur le renforcement du droit d'expression des salariés, avoir aussi un questionnaire scientifique qui puisse être donné aux salariés tous les 2 ans pour avoir aussi là aussi une meilleure appréhension et une meilleure connaissance du phénomène des risques psychosociaux. Et puis j'en termine par le deuxième volet sur lequel nous souhaitons aller beaucoup plus loin. C'est toute la place du dialogue social,
de la négociation et aussi de la reconnaissance des risques psychosociaux, et donc aussi, in fine, la question de la réparation. Nous faisons 4 propositions. Très rapidement, la première, c'est de rendre obligatoire la négociation collective dans toutes les entreprises, pas simplement celles de plus de 1000 salariés, sur la question des risques psychosociaux, avec une obligation de résultat, et donc éventuellement derrière aussi en termes de modulation des cotisations en fonction des résultats qui seront amenés par cette négociation. Ça, c'est la première proposition. La deuxième, c'est d'inclure les risques psychosociaux dans le champ de l'obligation générale de sécurité de l'employeur. Donc là, aussi avec une obligation de résultat, ça c'est du domaine du Code du travail. La troisième proposition, c'est d'assouplir la reconnaissance des risques psychosociaux dans le tableau des maladies professionnelles. Aujourd'hui, c'est extrêmement restrictif, puisqu'il faut à la fois prouver le lien entre la maladie et l'environnement professionnel, et aussi avoir une incapacité de 25%. Et donc là, il y a quand même une nécessité de réfléchir à ce point-là. Et puis, dernière proposition, la question de l'indemnisation. Nous proposons, je ne rentre pas dans le détail, la création d'un fonds d'indemnisation, où là aussi, on pourrait avoir un bonus-malus en fonction des entreprises qui ont à la fois des bonnes pratiques et des bons résultats, notamment en termes d'absentéisme, de turnover ou de questions liées à l'amélioration des conditions de travail. Voilà, j'ai été le plus synthétique possible. Merci beaucoup. Pour vous présenter nos propositions. Merci beaucoup.